Alors bonjour à tous et à toutes. Je suis Maria-Louisa Romano, chef de l'action éducative citoyenne et culturelle au Musée McCord. Au nom de l'équipe du musée et de celle d'Héritage Montréal, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de la série Échanges urbains. En raison des mesures de restriction, on continue de vous offrir en mode virtuel la série qui se tient habituellement au Musée McCord, en plein cœur du centre-ville de Montréal. À cet égard et avant toute chose, je prends un moment pour reconnaître que le musée est situé en un territoire autochtone non cédé par voie de traité. Le musée reconnaît que la nation Guignenkeaga possède un attachement historique à ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Ce territoire demeure un lieu de rassemblement pour de nombreuses nations autochtones, de même qu'il l'était pour leurs ancêtres. Nous leur rendons donc hommage ainsi qu'aux membres d'autres communautés qui pourraient être présents virtuellement avec nous aujourd'hui ce midi. L'aménagement et santé, la conférence de ce midi s'intitule Aménagement et santé publique, la rue, le quartier et la métropole, et elle se veut un prolongement d'une première discussion qui a eu lieu en juin dernier sur les artères urbaines en contexte de pandémie. On accueille donc à nouveau Marianne Giguère, conseillère de ville du district de Lorimier, le plateau Mont-Royal et conseillère associée au transport actif au comité exécutif de la ville de Montréal, et Gérard Baudet, urbaniste émérite et professeur à l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Pour ce second volet, nous aurons aussi le plaisir d'entendre Véronique Duclos, chef de service d'environnement urbain et de saines habitudes de vie du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, et sa collègue Anne Pelletier, kinésiologue et coordonnatrice professionnelle. Donc, Dinou Bombarou, directeur des politiques à Héritage Montréal, animera la discussion et la période de questions du public. Vous pouvez poser vos questions soit en utilisant la fonction questions-réponses dans le bas de l'écran si vous nous écoutez sur Zoom, ou vous pouvez partager vos questions sur le compte Facebook du Musée McCord ou d'Héritage Montréal. On tentera bien sûr de répondre au maximum de questions qui seront posées. Et please note that today's presentation will be in French, but you're invited to participate to the question period by using the Zoom app or the Facebook account of McCord Museum or Héritage Montréal in French or in English. Donc, je remercie nos quatre invités et je cède maintenant le micro à Dinou Boumbarou et vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bonjour, bon début d'année à tout le monde. Merci d'être parmi nous pour cette réflexion, cette présentation, cet échange surtout, qui sera selon un nouveau format. On est dans cette tradition de réinventer des affaires. Mais surtout, on est un peu dans une continuité puisqu'il s'agissait d'une promesse qu'on s'était faite le 17 juin dernier lorsque, avec Marianne Giguère et Gérard Baudet, on avait eu un premier échange. C'était avant l'été, c'était au début des mesures et on s'était dit que ce serait bien de faire un retour un petit peu sur ce qui a été observé. C'est un échange d'à peu près 1 heure qu'on va avoir aujourd'hui avec les interventions auxquelles s'ajoutent, on les salue, celles de Véronique Duclos et d'Anne Pelletier de la... on va dire du secteur de la santé, là, CIUS, centre-sud, centre-est de l'île de Montréal, le service des bonnes habitudes de vie et d'environnement. Enfin, je me trompe sans doute, mais simplement pour dire qu'on a un peu de chemin qui a été fait. Depuis le mois de juin, certainement que les questions qui se posaient au début de l'été ont pu faire l'objet d'observations. On nous parlait de mesures, de comptage et tout ça. Mais aussi, une chose s'est produite, vous en êtes, tout le monde en est conscient, c'est-à-dire l'hiver. Alors, effectivement, quand on parle non seulement, c'est pas juste une question de météo, mais ça veut dire que le rapport à la ville est différent, le rapport aux espaces publics, la promenade, le tour du bloc, comme le premier ministre nous y avait invité au printemps, bon, mais ça se fait différemment. Alors, on va se poser également des questions. C'est juste pour dire qu'on ne va pas régler le sujet aujourd'hui, mais on va certainement avoir quelque chose de très intéressant. Puis on invite évidemment les gens qui nous écoutent dans ce format un petit peu moins convivial, mais qui peut être très intéressant à nous transmettre des questions. Les collègues du McCord et de l'équipe d'Héritage Montréal vont les capter. Alors, on a intitulé cet échange donc l'aménagement et la santé publique, la rue, le quartier, la métropole. En fait, ce sont 3 échelles dont on entend parler entre les branches dénudées en cet hiver de
que ce sont un peu les échelles du futur plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal. Donc, c'est vraiment un hasard, mais il y a une certaine logique à se retrouver à différents niveaux on pourra peut-être ensemble explorer ça. La dernière fois, on avait posé des questions sur les constats sur la rue elle-même. Gérard nous avait fait un long historique du trottoir. Là, c'était pas Monsieur Trottoir, là, c'était Trottoir Mémoire. Les largeurs, les pensées, la réinvention de la rue. La dernière fois, on se penchait sur la rue montréalaise, qui est cette expression qui est un peu tirée de travaux comme ceux de professeurs à l'Université de Montréal, dont Melvin Charney. Mais aujourd'hui, on veut peut-être explorer ça un petit peu plus loin, puis notamment avec les gens du secteur de la santé, sur les dimensions humaines qui sont associées à toutes ces questions. Il n'y a pas d'urbanité sans humanité. Et les derniers mois nous ont mis ça en lumière. Alors peut-être sans trop tarder, on pourrait débuter, mais je voulais juste, dans l'habitude de nos échanges urbains, c'est aussi de souligner certains anniversaires du jour qui nous amènent à penser un peu différemment. Alors, c'est l'anniversaire, Gérard appréciera, l'anniversaire de Viollet-le-Duc. Donc, un grand restaurateur. C'est celui qui a fait la toiture de Notre-Dame de Paris, dont la disparition dans un sinistre tragique il y a quelques mois à peine a suscité beaucoup d'émotions. C'est aussi l'anniversaire d'un de nos grands poètes, Willy Lamotte, et qui, mille après mille, enfin, il y a des complaintes, qu'il va être le corpus de chansons populaires qui vont se dégager de la pandémie. Ce serait peut-être bon de se rappeler que par le passé, les grandes épreuves nous ont donné la Bolduc, nous ont donné une culture populaire qui transformait ça dans des dictons et tout ça. Et c'est celui du sculpteur Louis-Philippe Hébert qui nous a érigé une magnifique œuvre en bronze à la mémoire de Jeanne Mance. Donc, le secteur de la santé auquel on est infiniment redevable. Et Jeanne Mance en est une seule figure historique, mais il faut se rappeler que c'est un travail de tous les jours. Alors, Marianne Giguère, vous qui aviez un mandat, qui vous en êtes acquitté, peut-être comment ça s'est passé, puis quelques points de repère pour notre échange. Merci beaucoup, M. Boumbarou. Ben, comment on s'en est acquitté? Déjà, il faut se rappeler que quoi qu'on dise ou tout ce sur quoi on va réfléchir par rapport à ce qui s'est fait l'été dernier et maintenant cet hiver, ça s'est fait dans un contexte de crise, de situation d'urgence. Les choses se décidaient très, très rapidement. Et non seulement rapidement, mais aussi en impliquant énormément de gens, parce que normalement, à la ville, on a des idées, on a une vision. Ensuite, on a des équipes professionnelles qui vont la créer, qui vont nous proposer leurs plans, leurs dessins par rapport à la vision, et on va aménager la ville sur une période qui est beaucoup plus longue. Alors que là, on devait vraiment jouer avec le contexte des mesures d'urgence. Donc, on avait à chaque fois, tout ce qui était décidé devait être approuvé par un comité là, qui était vraiment composé de gens, autant du côté de la santé que du côté de la sécurité publique. Hein. C'est vraiment le chef du service incendie, là, qui est le grand directeur de la sécurité publique à Montréal qui approuvait tout ça. Et puis, on avait les directives de Québec qui venaient aussi orienter énormément tout ce qu'on pouvait penser, de même changer des fois tout ce qu'on avait pu penser. Donc, il y avait beaucoup d'interventions de beaucoup de gens de différents paliers qui ont orienté tout ce qu'on a pu penser et décider, en plus de tout le monde sur le terrain qui en était les premiers bénéficiaires entre les besoins très différents parfois des gens, en tout cas des acteurs de la rue, on va dire, autant les citoyens, les commerçants, les gens d'affaires. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a pu mettre en place, malgré la grande difficulté que tout ça représentait dans l'urgence, les mesures dont on parle de réaménagement de rue, de réappropriation de la rue par d'autres modes que la voiture, là, on va le dire parce que c'était beaucoup ça. Donc, des piétonisations, des rues partagées, l'augmentation là, très, très, très importante du réseau cyclable également. Et
ça nous a vraiment permis de voir plusieurs choses. D'abord, qu'on était capable de réaliser des interventions rapidement puis qui soient aussi légères sur la rue parce que normalement, à la ville, les gens étaient assez réticents à faire ce genre de choses-là, de dire on va y aller avec de l'aménagement temporaire, ça va se faire vite. Maintenant, on sait qu'on est capable. Donc ça, c'est intéressant. C'est une avancée qui peut être une expertise qui va être utile dans d'autres circonstances, peut-être, certainement, on le souhaite moins malheureuse, quoique on peut s'attendre apparemment à ce que ce genre de crise sanitaire-là devienne assez récurrente dans les prochaines années. Puis ça nous a aussi permis de valider le besoin qu'on avait de l'augmentation du réseau cyclable, mais aussi encore plus de la piétonisation. C'est des choses dont on parlait beaucoup. C'était dans l'air. Il y avait des SDC, là, les sociétés de développement commercial, qui commençaient à en parler, à dire on pourrait, une fin de semaine, quelques semaines, peut-être un mois, essayer de faire l'expérience de ce que ça pourrait donner, alors que là, on a eu l'occasion, dans des circonstances malheureuses, mais quand même qui ont permis de le faire, puis de le faire en grand dans certains cas, de le faire largement. On a eu beaucoup de rues qui ont été piétonnisées plus ou moins longtemps. Et ça a été révélateur. On a vu que les gens l'appréciaient. On a des sondages qui ont prouvé que ça a été largement apprécié par les citoyens, mais aussi par les commerçants eux-mêmes, parce qu'on a maintenant les SDC qui veulent que ça recommence, là, qui s'organisent pour que l'été prochain soit au moins aussi piéton qu'il l'a été en 2020. Donc, c'est là-dessus que j'ouvrirais là, pour notre point de vue à la ville. Merci. Donc, mais ça, est-ce que vous deviez avoir, je crois, un panel scientifique, vous étiez associé à des institutions universitaires pour faire un suivi, faire une observation. Je ne dis pas que une administration est uniquement politique, mais elle l'est aussi. Alors, comme on a plusieurs universités à Montréal, est-ce que vous aviez cette ressource qui était aussi mobilisée pour l'expérience de l'été 2020? D'abord, c'est sûr que pour aller chercher des données, on a commencé par avoir des comptages de tout ce qui circulait sur ces nouveaux aménagements-là. Comme tel, mobiliser la communauté universitaire, les chercheurs, il faudrait que j'y réfléchisse plus parce qu'on a vraiment lancé beaucoup d'études, aussi des études économiques comme telles sur les impacts. Oui. Okay. Ça a été fait, les rapports sont en finalisation de production. Certains sont déjà sortis, mais la recherche, plus de fonds, je pense, sur le plan là, de chercheurs universitaires là, qui est au-delà des données comme telles, la collecte de données, puis une analyse un peu à chaud. Il y en a une qui est en cours en ce moment, là, qui implique la direction de la santé publique, mais c'est plus largement sur les aménagements, les nouveaux aménagements cyclables. Parce que cet été, on a quand même implanté le REV, le réseau Express Vélo, sur l'axe Saint-Denis-La Jeunesse-Berry, entre autres, sur Bellechasse. Et il y a eu de la confusion là, dans le public là, parce que c'est arrivé en même temps que ce qu'on a appelé les voies actives et sécuritaires. Là, c'était le nom de oui. La grande initiative là, de tout ce qu'on a implanté de façon temporaire dans le cadre de la pandémie. Et c'est deux choses différentes. C'est sûr que le REV puis le réseau cyclable, lui, en ce moment fait l'objet d'études beaucoup plus approfondies là, par les chercheurs, mais okay. Comme tel, les VAS, ça s'est fait tellement vite et dans l'urgence, je ne pense pas qu'on a pu mobiliser les chercheurs comme tel là-dessus, quoi qu'il y en a peut-être qui l'ont fait de leur propre initiative, certainement. OK, on pourra les appeler les VIT, les voies d'initiative temporaires mais étonnantes. Voilà. Alors, merci Marianne Giguère. On peut peut-être d'autres qui ont collecté les données, ce sont qui ont un regard qui va nous enrichir un peu. Vous avez suivi ça, c'est Véronique Duclos et Anne Pelletier pour le CIUS, dont je raccourcirai le nom là.
pouvez-vous nous éclairer un petit peu là, sur ce que vous avez pu faire? Déjà, il y a des questions qui commencent à rentrer. Là, j'appelle les gens là, de se rassurer. On va faire les questions après que nos 3 intervenants ont fait un petit peu leur intervention. Merci. Véronique. Anne et moi, on est à la Direction régionale de santé publique, donc on a été vraiment au cœur de la crise depuis le début. Ça a été le service dans lequel on est, c'est le service environnement urbain et saines habitudes de vie. Donc, on s'est retrouvés vraiment au cœur d'une crise sanitaire qui nous a obligés à vraiment aborder l'ensemble des risques puis de voir un peu quels étaient les risques principaux, puis comment on allait aborder ça en milieu urbain. Donc, il y avait tous les risques sanitaires à prendre en compte, mais il y avait aussi pour une équipe comme notre équipe, tout le volet aménagement du territoire, puis le sujet d'aujourd'hui, là, qui est autant la rue, le quartier, la métropole, ben nous, ça a été d'avoir un regard à la fois sur ces 3 échelles-là, puis d'être capable de dire, ben il y a des citoyens qui habitent dans cette ville-là, comment est-ce qu'on peut, en respectant les règles sanitaires, faire des recommandations à nos partenaires qui vont aller dans le sens là, vraiment de pouvoir poursuivre des activités, que les gens puissent avoir un semblant de vie, non pas normale, mais une réalité qui est propre à la pandémie. Fait que, nous, ça a été vraiment là, les ancrages de nos stratégies. On a travaillé, comme Mme Giguère le disait, là, beaucoup en mesures d'urgence. Donc, à partir du 13 mars, on a été au cœur de la crise. On a été notamment avec les mesures d'urgence régionales, là, toute la structure qui se met en place au moment des mesures d'urgence, là, qui est avec la sécurité civile notamment. On a été au cœur de ces stratégies-là. On y a participé, on a essayé d'influencer les décisions. Donc, il y a tout un rôle d'influence en santé publique aussi qui s'est fait auprès de nos partenaires. C'était un rôle super intéressant. Je pense aussi qu'on faisait face à une menace importante pour la santé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres aspects qui contribuent à la santé des Montréalais. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place, qui ont été mentionnées par Mme Giguère, là, notamment par nos partenaires. Et nous, on fait tout, jamais comme les autres. Fait que je passerai la parole à Anne pour qu'elle puisse aller vraiment vers le volet plus d'action là, dans lequel on a été contributeur. Merci, Véronique. C'est ça. Go! Merci beaucoup, Véronique. En effet, comme Véronique dit, on a été vraiment au cœur de l'action. Puis, personnellement, j'ai eu la chance d'être un peu un relais entre la santé publique et la ville. Donc, j'ai pu observer là, à différents niveaux comment ça se déroulait. La mise en place des voies actives sécuritaires, on était consultés régulièrement. C'était une initiative qu'on trouvait vraiment intéressante et très porteuse. D'ailleurs, on a pu voir que ce type d'initiative-là a permis aux gens, dans un premier temps, en situation de crise, de s'offrir de l'espace pour respecter les consignes sanitaires, mais s'offrir aussi un lieu où on pouvait être bien ou mieux, du moins, s'offrir une certaine réalité qui était plus intéressante que d'être confiné chez soi, d'aller faire le tour du bloc, mais sans être pris sur le trottoir. Ça a été une belle idée de la ville. Au départ, quand on nous a abordés, on parlait d'agrandir les parcs par les voies actives sécuritaires, ce qui était une merveilleuse initiative là, à la réouverture des installations de parcs, les modules de jeu, tout ça, les lieux s'en sont retrouvés bondés. Donc, de pouvoir permettre de transiter entre les espaces verts, entre elles, c'était vraiment, je pense, pour les citoyens montréalais, une merveilleuse occasion. Il ne faut pas oublier que la population montréalaise, pour la plupart, n'a pas accès à une cour ou à un petit espace vert privé, comme ça peut l'être en région. Donc, les espaces publics jouent un rôle bien différent dans une ville dense comme Montréal,
qu'elles peuvent jouer dans une ville où chacun a son petit carré de verdure qu'il peut utiliser. Donc, de favoriser l'espace public, c'était intéressant du point de vue sanitaire pour réduire les risques, mais aussi d'un point de vue bien-être pour la population en général, pour permettre de s'activer, mais aussi de souffler, d'être juste, de décompresser, de laisser aller le stress. À Montréal, un des aspects, c'est les logements sont parfois petits, on est plusieurs à vivre dans un logement, donc de pouvoir s'offrir un petit lieu, c'est vraiment intéressant. Je transiterai vers la saison hivernale où il y a des stations hivernales qui ont été mises en place, puis on voit que les Montréalais s'approprient encore l'espace. Ils ont encore plus besoin, je pense, à ce point-ci de la pandémie, là, on espère la fin de la deuxième vague, on ne sait pas exactement, là, mais après quand même plusieurs mois de restrictions sanitaires, là, d'avoir des lieux extérieurs pour être bien, soit juste se poser ou être actif, là. Donc, les stations hivernales sont encore là une belle initiative, mais aussi l'initiative de Montréal là, de permettre la location d'équipements collectifs, d'équipements sportifs gratuits aux enfants. C'était aussi une façon de permettre à plusieurs familles d'essayer des nouvelles activités cette année dans un moment où l'accès a été restreint par le fait que tout le monde a sauté sur les skis de fond, les patins et name it, là, tout ce qui était accessible. Donc, c'est une autre belle initiative là, qui permet d'améliorer, je pense, la santé globale collective au-delà du risque. Donc, voilà. Merci. On reviendra tantôt. Je voudrais passer la parole maintenant à Gérard Baudet, bien connu, universitaire, avec un casque. Oui. D'entrée de jeu, je reviendrai peut-être à l'introduction du propos d'Anne qui signalait qu'elle et ses collègues ont été au cœur de l'action. Je pense qu'il est nécessaire de préciser qu'elle a été avec ses collègues au cœur de la réaction. Et je pense qu'il faut reconnaître que depuis un an, que ce soit à la ville, que ce soit dans vos services, on est tous en contexte de stricte réaction. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier parce que les comportements qui ont été autorisés ou certains comportements souhaités qui ont été permis le sont essentiellement dans un contexte de contrainte. Et je pense qu'il faut être très prudent quand on suggère que ce qui a été fait en situation de contrainte risque à des degrés plus ou moins importants de se perpétuer dans un contexte où il faudra que ce soit consenti. Je rappellerai qu'on a beau avoir des inondations régulièrement au Québec, on continue à s'installer en zone inondable, qu'il y a des gens qui vivent sur la faille de Santa Andreas et qu'il y a des gens qui se réinstallent au pied des volcans très peu d'années après les éruptions. Nous avons des capacités à oublier les épreuves auxquelles nous sommes soumis comme collectivité, comme humains, et je ne pense pas que la pandémie va changer grand-chose là-dedans. Je pense qu'on va revenir pour une bonne part à plusieurs de nos vieilles habitudes. Et ça, c'est sans compter que on peut bien vouloir refaçonner la ville, mais l'histoire nous montre que l'établissement humain a une très grande inertie et qu'il est très difficile, dans des courts laps de temps, de vraiment changer la donne, de vraiment transformer les choses. Donc ça, je pense que c'est une première dimension là, qu'il ne faudrait pas oublier. On risque d'avoir des surprises, même si la pandémie a accéléré certaines tendances. Je pense entre autres en commerce en ligne, en télétravail. On l'a vu, le Québec accusait un retard assez important par rapport à d'autres sociétés. On est en mode rattrapage assez sérieux à cet égard-là, mais il faudra voir ce qui va en rester quand les choses redeviendront à peu près normales. Ça, pour moi, c'est un premier élément important. L'autre élément, si
Si on s'intéresse à la question des échelles, on a parlé de la rue, du quartier, de la métropole, il faut voir aussi que les projecteurs ont été braqués essentiellement sur des phénomènes qu'on pourrait qualifier de proximité. Que ce soit la contestation de certains secteurs de la piste cyclable, que ce soit le campement des itinérants sur Notre-Dame, que ce soit ce qui se passe avec la communauté juive hassidique actuellement à Outremont. Ce sont des secteurs d'activité ou des dynamiques sur lesquelles on a vraiment braqué les projecteurs. Et ça fait qu'on a laissé dans l'ombre des phénomènes beaucoup plus diffus. On a parlé, entre autres, de la question de l'habitation. Montréal-Nord est sorti du lot, avec raison, je pense, mais on oublie facilement qu'il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont dans des situations de grande précarité dans la région métropolitaine de Montréal, que ces secteurs ont probablement aussi été lourdement éprouvés, mais on n'en parle pas. Où on en parle très peu. En tout cas, ce n'est pas sur la place publique de manière aussi marquée que certains autres événements plus ponctuels. Et ça, je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on se pose la question comment ça a été vécu à l'échelle métropolitaine. Un autre exemple de ce caractère très diffus, c'est les conséquences de la pandémie sur l'enseignement, tout niveau confondu. On évoque beaucoup de stress, on évoque la déprime, on évoque toutes sortes de choses, des retards dans les scolarisations, mais je pense que ça va prendre des années avant qu'on ait fait le tour du sujet et qu'on ait vraiment compris qu'est-ce que ça a impliqué. Et évidemment, il va falloir aussi qu'on admette que quand on va vouloir agir sur ce terrain-là, ça va être beaucoup plus difficile que de fermer une rue pendant quelques mois pour la piétonniser. Là. On va être dans un registre d'intervention qui va nous obliger à ne pas court-circuiter la donne de la réflexion. Parce que ce qu'on a fait en mode réactif, ça a beaucoup été possible parce qu'on a court-circuité le principe réflexif. On n'y a pas toujours pensé profondément avant de le faire. Tant mieux si ça réussit, tant pis si ça échoue, on recommence, on efface et on recommence. Pour des phénomènes plus diffus, pour des conséquences plus durables, plus difficiles à cerner, on ne pourra pas faire l'économie de prendre notre temps pour d'abord bien comprendre puis ensuite bien réagir. Et c'est pour ça que pour moi, les échelles sont extrêmement importantes. Il va être tentant de se centrer sur l'échelle de proximité. Bon, par exemple, effectivement, peut-être que les données vont nous prouver que la piétonisation des rues commerciales, c'est génial. J'ai des réserves, mais peut-être que ça va être ça qu'on va avoir comme résultat. Mais pour moi, si on est trop obnubilé par ces choses-là, on risque de passer à côté de choses importantes. On risque de laisser dans l'angle mort de nos miroirs collectifs beaucoup de choses qui vont nous rattraper à un moment donné. Oui. Merci, Gérard. C'est vrai que cette échelle métropolitaine, on ne l'a pas toujours en tête. Éventuellement, il faudra commencer à y réfléchir. On a eu un confinement qui a utilisé à un moment donné, il y a certaines mesures qui reconnaissaient la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, avec quasiment une bulle, pas nécessairement une bulle positive, mais enfin une reconnaissance par le gouvernement. Mais peut-être qu'on devrait avoir une réflexion aussi là-dedans. Et il y a quelques années, un plan métropolitain d'aménagement et de développement a été adopté après que la société métropolitaine dans la citoyenneté a tenu une agora en 2010 pour mettre un peu de voltage dans les instances politiques qui trouvaient que c'était pas intéressant. Ben, peut-être que là, on va avoir une occasion, mais effectivement, le risque est grand de tomber dans le collage de cas locaux, alors que ça prend toutes les échelles. On a, d'ailleurs, je pense que c'est aujourd'hui que la ministre Laforêt des Affaires municipales annonce ou lance au nom du gouvernement une grande conversation nationale sur l'aménagement du territoire. Ça nous intéresse au plus haut point parce que on ne peut pas parler de ça sans parler nécessairement de patrimoine, de requalification, de sentiment d'appartenance, d'identité, tout ça. Mais je voudrais peut-être revenir sur, donc on verra ce que ça va donner, là, mais pour l'instant, concentrons-nous sur notre échange. On a quelques questions. Je vais les lancer d'abord, puis après ça, on pourra peut-être reprendre sur d'autres points. On a une question qui nous vient du public. Attendez, je vais peut-être trouver
Oui, c'est même Monsieur Goudreau, Zachary Goudreau, bien connu. Fais attention là. On pose la question sur le retour des VAS en 2021. Alors 2021, c'est maintenant. N'oublions pas à plusieurs échelles qu'on s'intéresse aussi à 2025. Hein, ça, c'est peut-être une échelle sur laquelle il serait intéressant de réfléchir. Et même 2042, soit le 400e anniversaire de Montréal, est-ce que c'est un horizon qui va faire que ce qu'on va discuter aujourd'hui ou ces temps-ci pourra se refléter là-dedans? Alors, je ne sais pas, Marianne Giguère, la santé publique, comment l'horizon est à la fois métropolitain et du plus long terme vous apparaît? Gérard a un petit peu posé la question, mais Marianne. Bon, micro, voilà. Merci beaucoup pour la question, Zachary. Là, c'est sûr qu'en tant que journaliste, là, c'est normal que vous ayez hâte de savoir ce qui peut se préparer pour l'été prochain. Là, en ce moment, on l'a dit puis on le répète, on est vraiment toujours en train d'agir en situation de crise. Donc, on travaille d'abord passer l'hiver adéquatement, que tout le monde puisse passer l'hiver adéquatement. D'ailleurs, on se réjouit que dorénavant, les personnes en situation d'itinérance ne soient plus hors la loi, passer 8 heures le soir. Mais bon, l'été 2021 ne sera pas comme l'été 2020 pour plusieurs raisons. D'abord, on le voit venir de pas mal plus loin. On a beaucoup récolté de données qui nous montrent qu'est-ce qui a été utile, apprécié. On peut imaginer que l'été 2021 va ressembler un petit peu à l'été 2020 dans le sens où on n'aura certainement pas vacciné assez de monde pour revivre dans des situations qui ressembleraient à la normalité. Donc, on va avoir encore des questions de distanciation, de limitation. Donc, c'est certain qu'il y a certaines de nos voies d'initiative temporaires et étonnantes qui pourraient revenir, mais sous quelle forme ou financer comment aussi, parce que ça, c'est quand même un aspect qui est un enjeu qui est important. À la Ville, on a un budget pour améliorer et agrandir le réseau cyclable de façon permanente, année après année. Il y a beaucoup des VAS qui ont été aménagés sur des rues qui sont prévues pour recevoir un aménagement cyclable. Vous savez, on a la carte du réseau projeté qui est approuvée par l'agglomération, donc par la Ville de Montréal et les villes liées de l'île de Montréal. C'est une compétence d'agglomération. Donc, ce réseau-là est planifié et il est donc bonifié à chaque année et entretenu aussi, parce qu'il faut mettre des sous là-dedans. Il y a des VAS qui pourraient devenir des pistes permanentes parce que de toute façon, c'est prévu qu'elles le soient. Puis on a pu tester l'été passé que plusieurs d'entre elles étaient vraiment structurantes là, dans le réseau, donc appréciées. Mais ça va être différent, ça va être fait différemment aussi. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de sociétés de développement commercial qui travaillent déjà activement à repiétoniser parce que leurs membres l'ont vraiment beaucoup apprécié. Ce sera même sous quelle forme. On a même un problème parce on en a beaucoup qui veulent le faire et on va se retrouver à être obligé de peut-être arbitrer quelle artère sera piétonisée quand et combien de temps parce que ça a été un succès tel, surtout, entre autres, sur le plan des chiffres d'affaires, que là, maintenant, tout le monde le veut, mais on ne peut pas piétoniser nécessairement toutes les artères, pas juste pour des questions de circulation, pour des questions de ressources aussi. C'est quand même très demandant pour la ville. Juste fermer une rue, c'est vraiment pas si simple, là, puis ça crée des impacts dans le réseau avoisinant. Puis un des gros enjeux qu'on a, c'est le passage des autobus. Il faut s'assurer que les gens qui ont l'habitude et qui ont besoin de prendre les autobus sur ces artères-là puissent continuer à se déplacer par le transport collectif à proximité des lieux, des commerces où ils ont l'habitude d'aller. Et ça, c'est tout un casse-tête.
Hmm. Est-ce que les observations qui ont pu être faites là, sur la vitalité, l'impact sur les chiffres d'affaires, c'est tout commerce confondu ou c'est beaucoup la restauration par rapport à d'autres types de commerces? Enfin, je pense qu'une partie des questionnements qu'on avait au début de cette aventure là, au printemps, c'était sur l'incertitude de la formule. Les gens cherchaient à comprendre vers où on s'en allait, mais maintenant que ça s'est passé, est-ce que c'est beaucoup la restauration qui en a bénéficié parce que c'est capable d'occuper les espaces extérieurs avec des terrasses ou dans la vie commerciale d'un quartier, c'est pas juste des restaurants? Non, clairement, mais oui, c'est certain qu'il y a, en termes de, si on mesure là, les ventes, les chiffres d'affaires, il y a tout ce qui est restauration, tous ceux qui pouvaient avoir bénéficier de l'espace des terrasses agrandies en ont bien profité, mais pas que. On a vraiment l'étude là, sur les données économiques qui a été déposée il n'y a pas très longtemps. Là, ça va être rendu public incessamment. Et là-dedans, on voit, là, je ne peux pas vous donner trop de scoop, non, bien sûr, mais on voit que ça a bénéficié largement à peu près tout le monde, ou alors ça a été sans impact. Mais évidemment, partout où on observe des diminutions des chiffres d'affaires, après, ça devient difficile de dire est-ce qu'on l'attribue au fait qu'on a piétonnisé ou on l'attribue au fait qu'on était en pandémie. Il y a beaucoup, c'est ça, il y a énormément de nuances et de variables qui sont difficiles à dégager là, de ce qui ressort de ça, mais oui. Encore une fois, on va avoir besoin de recul pour analyser tout ça parce qu'on est encore dedans. Mme Duclos l'a dit, oui. Mme Pelletier, là, on reste à réagir à toutes sortes de choses qui se passent, mais il faut faire bon usage de tout ça maintenant. Ben, écoutez, ça prend du recul. N'oubliez pas vos clientèles, là, parce que faut que ça fasse bip quand on recule, sinon on va faire des accidents avec ça. Véronique Duclos ou Anne Pelletier, sur la question de ces voix, vous avez dit que vous avez observé ça. On sent qu'intuitivement, il y a eu. Moi, j'ai bien aimé votre distinction entre le sanitaire et le bien-être. Là, c'est quand même une population en santé. C'est pas juste on fait pas juste venir des vétérinaires. Là, c'est une société aussi. Est-ce que dans vos appréciations, vos observations, il y avait aussi ces dimensions plus sociales? L'espace de sociabilité, c'est quand même Je me rappelle dans le temps où on parlait de Saint-Michel, Vive Montréal et Vive Saint-Michel en santé, là, avec Pierre Laurence, ça fait un bout de temps, je pense que c'était au siècle dernier, à ma connaissance. On se rendait compte qu'il y avait la notion d'appartenance, des dimensions qui sont peut-être moins quantifiables, mais qui sont importantes quand on parle d'humanité. Est-ce que vous avez ce genre d'observation qui alimente vos réflexions ou votre lecture? En fait, ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'on participe à une évaluation d'impact santé avec le service de la mobilité à la ville là, pour justement voir quel va être l'impact social et sanitaire du réseau Express Vélo. Pour ce qui est de ce qui a été fait durant l'été passé, c'est sûr qu'on a participé à certaines discussions, puis tout ça, puis on va participer avec des chercheurs à l'analyse. Mais je reviendrai à ce que M. Baudet a dit. Entre l'anecdote ou ce qu'on va pouvoir en retirer à long terme, moi, je pense qu'il y a un des enjeux qu'on a moins abordé pendant la période estivale parce qu'on a saisi des opportunités rapidement. Ça a été un peu l'équité territoriale si on se ramène à un autre niveau. Ou pour nous, en santé publique, ce qu'on va chercher à faire, c'est à diminuer les inégalités sociales de santé, puis à diminuer l'impact ou à diminuer cet écart-là qu'il peut y avoir entre certains quartiers plus favorisés puis d'autres quartiers moins favorisés. Si on prend l'axe Saint-Denis, c'est super intéressant, mais ça traverse vraiment des quartiers où les gens ont probablement, puis là, c'est Anne qui est beaucoup plus ferrée que moi dans ce volet-là, mais ont probablement des habitudes liées à la pratique de certains, à la pratique des transports actifs en général, qui sont plus ancrés. Quand on va vers des quartiers un peu moins centraux, un peu plus défavorisés, où il y a des enjeux sociaux plus grands,
c'est pas ce qu'on remarque. C'est pas là nécessairement où on va choisir de faire des aménagements pour des raisons valables, ceci dit, là, c'est pas, on questionne pas les raisons, mais a posteriori, de nos opportunités qu'on a eues pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on va en retirer, puis comment est-ce qu'on va s'assurer que ça percole à une autre échelle que l'échelle du quartier plus central montréalais. Fait que pour nous, ça reste une réflexion, mais si Anne veut compléter, je pense que ça serait elle va avoir des détails peut-être plus intéressants, là, plus ciblés. Anne, s'il vous plaît. En fait, j'avais quelque chose de complémentaire à apporter, mais tu as tout à fait raison. L'équité territoriale, on a vu que c'était un grand enjeu. Là, en fait, il va falloir le regarder de plus près quand on va être moins dans la réaction, comme vous avez pu le mentionner, là, quand on va pouvoir se poser, déposer, puis regarder, avoir un regard plus complet. Il y a, je pense que c'était hier, on mettait en ligne un feuillet sur les habitudes de vie qui ont été corrigées en fait pendant la première vague de la pandémie, puis l'augmentation du stress a été réelle, bien perçue. Puis parmi les stratégies qui ont été, ou en tout cas ce qui a été mis en place, ce que les gens répondaient, là, c'est que la pratique d'activité physique extérieure était qui était important pour eux. Donc, on le constate, c'est une façon de gérer la santé mentale. Ceci dit, on n'a pas tous la possibilité égale de gérer notre santé mentale à l'extérieur par manque d'espace. Donc, le besoin d'avoir des espaces publics dans des quartiers plus denses, plus peuplés, moins favorisés économiquement sera certainement à regarder là, post-pandémie, parce qu'à long terme, effectivement, ce qui va rester, ça va être des impacts collatéraux de cette pandémie-là, les dommages causés par les gens qui ont vécu longtemps en proximité, le déficit de scolarisation des jeunes, parce que 4 mois sans école, ça n'a pas le même impact chez tous les jeunes. Puis 4 mois sans école avec rien à faire dans un 4,5, c'est pas 4 mois sans école avec de la stimulation à la maison. Il y a beaucoup d'écart à ce niveau-là aussi. Puis la ville peut, selon ce qui est offert, peut à un certain point jouer un filet social, mais ça a quand même ses limites. Donc, il y a quand même tout un monde à explorer là, sur le post-pandémie en lien avec ces impacts-là. C'est vrai que la ville n'est pas nécessairement en fonction motrice sur des enjeux comme l'éducation. Par contre, là, il y a des questions qui arrivent sur notamment les leçons à tirer sur les aménagements justement des espaces publics. C'est Sylvain Paquette qui demande quelles sont les leçons en termes d'aménagement saisonnier. Verra-t-on et devrait-on dans les prochaines années voir davantage de changements saisonniers en termes d'aménagement? Il n'est pas dit de changement climatique, mais d'aménagement. Et l'expérience de 2020 et 2021 nous incite-t-elle à maximiser la multifonctionnalité des espaces extérieurs pour les rendre plus accessibles et optimaux à l'année? Bon, c'est une question intéressante. Ça présume de la disponibilité de tels espaces. Et on a beaucoup parlé des espaces extérieurs de type verdure, parc, mais là, on voit les bibliothèques, les stations, les espaces publics tiers, comme à la limite, si on avait des stations de métro qui étaient moins faites pour le transport et un petit peu plus proches d'une question d'architecture, avec des foyers comme dans les théâtres, les lieux culturels, tout ça. Là, je sais pas, Gérard, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment l'optimisation des espaces extérieurs, enfin, et de la saisonnalité?
La saisonnalité, je pense qu'on a, on a une occasion de réaliser à quel point on est en situation de déni au Québec depuis des décennies. Je le disais D'ailleurs, l'autre jour. c'est dans le mot décennie, déni, oui, c'est presque oui, la c'est même ça. chose. Et je le mentionnais l'autre jour, j'ai un étudiant qui a comparé Square Candiac, le projet 1000 et Urbanova à Terrebonne en posant la question quid de l'hiver? Et l'hiver n'existe pas tout simplement. Et c'est des projets qui se prétendent à l'avant-garde des paramètres de conception où tout est intégré. On n'est pas capable de l'assumer. Ça, c'est probablement une chose intéressante. Je reviendrai néanmoins sur un autre aspect parce qu'on focus beaucoup sur ces choses-là, les rues piétonnisées, les pistes cyclables et tout ça. L'Institut de la statistique du Québec nous a mentionné que Montréal a perdu 35 000 personnes cette année. Que c'est le sommet des 20 dernières années, parce que dans les 20 dernières années, c'est systématiquement 20-25 000 par année qu'on perd. On explique la surhausse cette année en partie par le fait qu'il y aurait eu un peu moins d'immigrants, les décès COVID. Mais reste pour moi que pour moi, à l'échelle métropolitaine, c'est un phénomène qui est extrêmement important que cette perte de population, qui est insignifiante peut-être dans une année, mais quand c'est récurrent année après année et que c'est la banlieue qui gagne ce que Montréal perd et qu'au surplus, ce gain en banlieue est une augmentation du poids politique de la banlieue. On le voit très bien avec le gouvernement actuel à Québec. La banlieue n'a pas la même écoute qu'elle a toujours eue. Elle a une bien meilleure écoute et évidemment, dans des contextes où les ressources sont limitées, ben, si quelqu'un a une meilleure écoute, ça veut dire que quelqu'un en a une moins bonne en effet de compensation. Et je pense que ce sont des choses sur lesquelles il va falloir revenir. C'est beau la réaction, c'est beau l'après-immédiat, l'immédiat après pandémie et tout ça, mais qu'en est-il de ces phénomènes lourds de tendance longue qui, depuis longtemps, plombent Montréal? On l'a vu encore récemment, d'ailleurs, les gens en région, hier au Téléjournal, les gens de Rimouski disaient « Voulez-vous cadenasser Montréal puis nous foutre la paix au Québec? On n'a pas besoin d'être mis en quarantaine. » Ce phénomène-là de l'attitude à l'égard de Montréal et de la manière dont les montréalistes semblent ne pas comprendre qu'il y a aussi un reste du Québec qui est ailleurs, il me semble qu'il va falloir qu'on y revienne à ça. Il va falloir, à un moment donné, quand la poussière va être un peu retombée, il me semble qu'on va devoir revenir sur des enjeux fondamentaux de ce type-là, parce que ça sous-tend tout le reste, ne serait-ce qu'au plan budgétaire, des capacités d'agir de la Ville de Montréal. On le voit bien, là, les banlieues ont des moyens de plus en plus importants. Et la Ville de Montréal est de plus en plus souvent coincée dans des paramètres budgétaires. Et je pense qu'il va falloir qu'on revienne sur ces questions-là qui sont évidemment qu'on met raisonnablement entre parenthèses dans la situation actuelle, mais il va falloir faire sauter les parenthèses éventuellement pour y revenir. Et la question, et j'ajouterais un autre élément, on a parlé de la défavorisation. Quand on nous dit que les riches vont s'être remis de leurs émotions en quelques mois et que les pauvres vont prendre des années pour améliorer peut-être leur situation et dans bien des cas ne jamais revenir à l'état avant pandémie. Ça aussi, ça risque de peser lourd à Montréal, plus que peut-être dans bien des banlieues qui vont pouvoir revenir à la normale peut-être un petit peu plus rapidement. Là. Pour moi, là, il y a des tendances de cette nature-là qu'il ne faudra pas oublier. Puis on n'est pas tout seul. À peu près dans tous les pays, ce genre d'écart entre la grande métropole, la grande ville et tous ces problèmes versus le reste des territoires se pose d'une manière ou d'une autre. Oui, mais sur le territoire métropolitain ou même à l'intérieur on parlait tantôt, Marianne, de l'agglomération. Tu sais, à l'intérieur de l'agglomération, il y a aussi, il peut y avoir une vision cliché de ce qu'est Montréal par rapport à la diversité territoriale. Montréal, c'est pas juste des triplex. Il y a énormément d'habitats en pavillonnaire. Les jardins, moi, ce serait intéressant peut-être d'avoir une cartographie peut-être plus spécifique. Puis je suis sûr qu'on découvrirait des choses, enfin, qu'on sait intuitivement, là, mais ou qu'on raconte de manière peut-être un peu anecdotique, mais
il y a les quartiers centraux qui sont authentiquement montréalais, mais la métropole, c'est plus que ça. C'est d'une certaine façon. Mais je reviens aux questions du public. Le public qu'on apprécie, il prend le temps de nous écrire. Là, ici, il y a... et ça touche la santé publique et la Ville de Montréal, un peu tout le monde. Là. Alors, je vous invite à... Steve Gamache, croyez-vous que la crise actuelle a accéléré les mouvements de Vision Zéro et du Parking Day, P en parenthèse, pour l'information? Vision Zéro, là, c'est pas aucune vision, là, c'est une vision sécuritaire, zéro accident. Enfin, l'appellation peut prêter à confusion, mais je sais que la santé publique et la Ville ont beaucoup collaboré sur cette question de vision zéro. Là, on l'a vu dans le cas du Mont-Royal il y a quelques années. Est-ce que vous avez un élément pour M. Gamache? Ben, je peux peut-être y aller, oui. Mesdames de la santé publique, là, puis vous pourrez compléter. Oui, ben, vision zéro, là, rapidement, là, l'idée, c'est qu'on ait zéro décès et blessés graves sur le réseau routier de la ville. C'est une vision, donc c'est vraiment un idéal à atteindre pour lequel il y a toutes sortes de mesures qui doivent être prises. Et on a pris ça à bras-le-corps à la ville. On a vraiment un petit bureau d'une équipe qui travaille spécifiquement là, avec des bons liens avec la santé publique, avec notre DRSP à Montréal, évidemment. Bon, sans l'expliquer au complet, là, il y a toutes sortes de mesures là, dans les plus importantes, parce que c'est là qu'il y a le plus de collisions qui causent des blessés graves ou des décès, c'est de traiter les intersections, surtout en changeant les phases de feu pour que chacun ait une phase davantage protégée, qu'on n'ait pas le moins de conflits possible et que tout le monde ait le temps de traverser en sécurité. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à faire, beaucoup d'aménagements qui demandent énormément d'investissements, là, changer les fûts, tout mettre ça à niveau, créer des élargissements de trottoirs, des refuges entre les différentes voies là, au centre de la rue. Bon, tout ça, c'est déjà en cours. C'est déjà quelque chose qui était hyper prioritaire, là, je dirais, de notre côté là, comme administration. Donc, ça continue à avancer. On a pu avancer beaucoup là-dessus, mais on a pu, avec ce qui s'est passé cet été, expérimenter certaines choses, là, surtout avec, je dirais, tout ce qui est accessibilité universelle, la sécurité des personnes en situation de handicap, particulièrement avec les arrêts d'autobus, là, quand on veut élargir un trottoir, que ce soit par un corridor sanitaire ou par une piste cyclable temporaire, mais il faut quand même qu'on puisse accéder au trottoir quand on monte et descend de l'autobus, par exemple. Donc, on a pu innover, en tout cas, ou créer des choses par rapport à ça. Il a fallu qu'on y pense vite. Bon, Parking Day, ça, c'est encore une initiative mondiale là, qui a lieu, pour ceux qui ne le savent pas, au début septembre, où on prend une journée où on demande aux gens de rêver, de dire, au lieu d'être une place de stationnement, cet espace-là sur la rue, qu'est-ce que ça pourrait être si ce n'était pas utilisé pour entreposer une voiture inactive, comment on pourrait l'utiliser? Puis partout dans le monde, les gens sont très créatifs puis montrent comment la rue peut être utilisée autrement. C'est sûr que cet été, on a vu à quel point oui, dans un contexte de contrainte, vous l'avez dit, M. Baudin, dans un contexte particulier, ça pouvait être intéressant d'utiliser la rue et entre autres les espaces de stationnement autrement, avoir des plus grandes terrasses, avoir plus des parklets, des placatoires pour se reposer, s'asseoir, n'importe quel équipement aussi qui met en valeur la culture aussi. Ça a fait avancer les choses plus vite. Ça a permis à bien des gens de créer rapidement. On a mis à profit à Montréal beaucoup de petites firmes d'aménageurs, d'aménageuses, d'urbanistes, de gens qui cherchent à repenser la rue. Hein. L'image qu'il y avait pour illustrer ce panel-là le montrait bien. Là, on a pu agrandir les parcs, là, comme le disait Anne, en prenant la rue, en disant on peut jouer sur la rue.
toute autre activité que la circulation y est prioritaire, avec des mesures assez simples, là, des pochoirs, des dessins au sol, oui. des petits attroupements d'arbres et d'arbustes en sac sur la rue. Donc, ça a permis d'accélérer cette réflexion-là, puis aussi de voir à quel point en Montréal, on est chanceux, on a un bel écosystème de toutes sortes de gens très créatifs qui réfléchissent à ces choses-là, puis dont on pourra probablement profiter plus, encore plus. Là. Est-ce que comment est-ce qu'on peut capter ça? Parce que vous dites que ça accélère des choses, ça met des. Est-ce que Gérard le mentionnait au mois de juin, est-ce que la démarche sur le plan d'urbanisme et de mobilité, il faut l'appeler ainsi, là, c'est le même acronyme que les presses de l'Université de Montréal, je ne sais pas pourquoi Montréal a choisi ça, là, mais c'est son choix. Est-ce que c'est une occasion? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent d'alimenter? Enfin, on sait bien qu'on est dans l'expérimental, dans le solidaire aussi, là, c'est du réconfort d'une certaine façon aussi. Est-ce que vous avez ça en place maintenant? Mais, c'est une année, sachant que 2021 est une année un peu spéciale au niveau de l'administration. Ouais. Mais oui, mais ce que je dirais, ce qui est intéressant avec ce qui s'est passé l'été dernier puis maintenant, c'est que ça permet à toutes sortes de gens de voir ce que ça peut être. Tu sais, Parking Day, par exemple, ça a été des petites initiatives, tu sais, qui n'étaient pas pas très connues. Là, tout d'un coup, à plus large échelle, de façon, souvent hyper médiatisée même, on a pu étendre ces choses-là. Tu sais, sur la Fleury, dans un de ces quartiers-villes, une rue qui a été piétonnisée un moment, où on a travaillé la rue autrement. Wellington, du côté de Verdun, Ontario, du côté de Mercier-Maisonneuve. Donc, on a sorti un peu ces genres d'initiatives-là qui étaient plutôt gardées dans les quartiers plutôt très centraux habituellement. Je pense que la démonstration, l'exemple, le fait de le voir, d'en profiter, le fait que la situation de pandémie a fait exploser ce genre de réappropriation-là de la rue un peu partout, va permettre à plus de gens, de Montréalais, de dire, ben on en veut. Ça serait le fun qu'on ait quelque chose comme ça aussi chez nous, plus souvent, de façon plus étendue. Et cette demande-là va aider à créer l'offre, à l'enchasser dans un plan d'urbanisme et de mobilité, par exemple. Parce que vous le disiez, le fait qu'il y a beaucoup d'iniquité territoriale, c'est une des grandes limitations qu'on a à amener des pistes cyclables là, aussi formidables que le rêve sur Saint-Denis ailleurs que dans les quartiers centraux, c'est parce que platement, un peu sur le plan politique, les personnes élues en place dans les arrondissements plus excentrés, ils ne le souhaitent pas, ils ne le demandent pas, leur population ne le demande pas, donc ils pensent qu'elle n'en veut pas du tout. Et donc, ça freine ce développement-là parce qu'on ne peut pas aller forcer ce qu'on a fait sur Saint-Denis, dans Saint-Léonard ou dans Pierrefonds, par exemple, s'ils n'en veulent pas du tout. Là. Mais le fait d'avoir désormais eu plus d'exemples dans ce sens-là, que plus de gens pris à Montréal soient venus voir ce que ça donnait, une rue piétonne, mais je pense que ça va nous aider parce que oui, nous, on le souhaite, parce qu'on y croit, mais ça va favoriser peut-être le fait qu'il y a une demande qui se crée, qui fasse la preuve que c'est possible et que ça peut être souhaitable partout à Montréal. Le fait qu'on ait eu autant d'exemples. On a des exemples. Peut-être ça serait bien de prévoir, je ne sais pas, une exposition itinérante, enfin, quelque chose dans les bibliothèques à travers l'île, là, un sommet avec les facultés universitaires puis les écoles pour faire le point là-dessus parce que ça va être très bien, mais à un moment donné, ça va être tellement codé dans des documents que peu de gens lisent sur leur table de chevet, là, que ça risque d'être moins public qu'on le pense. Je vois ici, je fais un peu de chemin, mais je sais qu'on va bientôt terminer. On a 3 questions que je vous donne en rafale. Et on pourra voir qui veut y répondre, commenter, et ça nous permettra de terminer pour que tout le monde puisse compléter son heure du déjeuner et se sustenter. Première de Malaka Akawi.
comment pouvez-vous expliquer que malgré les demandes répétées de citoyens dans des quartiers négligés, on vient à cette question d'une géographie sociale aussi, les corridors piétonniers scolaires locaux ne respectent toujours pas les consignes de la santé publique en termes de dégagement et de largeur. On est presque dans l'application de normes physiques. Antoine Bonetto, à part les pistes cyclables et les rues piétonnisées dont on a beaucoup parlé, avez-vous des exemples d'initiatives qui ont été réalisées ailleurs et qui seraient intéressantes chez nous? Parce que faut pas oublier qu'il y a la créativité, c'est pas juste des pistes cyclables puis des rues piétonnes. Là, il y a peut-être autre chose. Et un dernier dont le nom qu'on me transmet qui vient de Facebook, mais c'est certainement de quelqu'un sur Facebook. Je peux pas croire que c'est un algorithme qui nous a posé une question comme ça. Dans l'esprit de la vision zéro, quels sont les freins à une meilleure piétonisation des espaces publics? Pourquoi sommes-nous si timides alors que de nombreuses villes ont démontré les bienfaits de ces approches, même pour les commerçants? Bon, déjà, sur ce dernier point, on sait qu'il y a des observations qui commencent à se concrétiser à Montréal du point de vue des commerçants, mais ça a été dit, et Billy Walsh, très impliqué dans les SDC, nous rappelle qu'il y a énormément de variables à considérer. Alors, sur ces 3 questions, un dernier tour. Qui veut commencer? Santé publique. Ben, je peux peut-être y aller sur... J'emploie le terme générique, là, mais c'est parce que, voilà. C'est bon. Ben, je peux peut-être y aller sur les exemples ailleurs et outre la piétonisation ou les rues, les pistes cyclables. On a vu des exemples d'aménagement de parcs, d'aménagement de plages, de terrasses aussi qui ont été mises en place. Effectivement, il y avait aussi des expositions itinérantes, d'amener les musées à l'extérieur au lieu de les garder à l'intérieur. On sait que le risque de contamination est beaucoup moindre à l'extérieur. Donc, tout ce qu'on peut amener dehors, même de manière... C'est sûr qu'un musée dehors, l'hiver, c'est plus complexe, mais l'été, printemps-été, ça se fait. Donc, il y a eu énormément de créativité dans les pays comme l'Espagne. Beaucoup de pays européens ont tenté plusieurs choses, là. J'ai l'Espagne en tête comme premier lieu. Je pense qu'il y a des plages en Australie aussi là, qui ont tenté là, des divisions pour s'assurer que chacun respecte sa bulle. Donc, il y a eu, oui, effectivement, beaucoup d'innovations qu'on pourrait regarder de plus près pour la prochaine saison estivale. Peut-être, oui. Pour l'hiver, ben, on est tous à expérimenter notre premier hiver, donc ce sera pour l'hiver prochain si on doit encore composer avec la situation. C'est ça. Essayons d'avoir un regard critique pour une fois sur la Suède. Gérard? Oui, rapidement, je dirais que dans ce dossier-là, comme dans plein d'autres, il faut être prudent. On parle beaucoup d'expérience à l'international, on parle beaucoup de modèles transposables. On est à peu près toujours dans des situations de centralité urbaine forte, de quartiers centraux. On oublie que les métropoles, c'est maintenant, en tout cas en superficie, beaucoup plus que les villes-centres. Et en termes de population, c'est à peu près partout, au moins la moitié de la population. Il se fait des choses fort intéressantes en banlieue. Il y a des choses fort intéressantes qui se sont faites avant même qu'on soit en pandémie et qui ont eu un intérêt certain dans le contexte de la pandémie parce qu'on avait déjà adapté certains territoires. Et je pense que par rapport à une des questions, il faut aussi comprendre que si on ne transpose pas ce qu'on expérimente dans les quartiers plus visibles, dans les quartiers un peu moins favorisés, c'est que dans bien des cas, c'est très difficilement transposable en tant que tel. Il faut adapter, il faut reconfigurer. On ne fait pas à Montréal-Nord ce qu'on fait sur le plateau. On ne fait pas à Roxborough ce qu'on fait sur le plateau à Montréal-Nord. Et ça, on l'oublie un peu trop souvent. C'est-à-dire que c'est beau que ça ait réussi, mais il faut comprendre quelles sont les conditions de la réussite. Et si ces conditions-là ne sont pas réunies ailleurs, bien, il faut réinventer les solutions. Et on est beaucoup dans cette situation. La question était plutôt sur des normes ou des exigences. L'application c'est le même problème avec les normes. Okay. Si le milieu n'est pas le même, la norme ne peut pas être tout simplement transposée parce que la norme, elle doit refléter le contexte. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à avoir cette souplesse qui nous permettrait justement de rendre plus justice à des milieux qui, il faut l'avouer, sont un peu laissés pour compte. Oui.
Bon, on le sait très bien, que trop bien en patrimoine. Là, on a souvent à subir les frais des normes qui ont été développées pour le construit tout neuf en béton, etc. Le patrimoine n'est jamais bon aux yeux de ces ingénieurs-là. Et on a démoli tant de choses. Mais enfin, c'est un autre débat, je ne veux pas embarquer, je brûlerai mon droit de parole. Dernier commentaire, Marianne Giguère, vous devez nous quitter pour une réunion, sans doute l'état-major vous appelle. En fait, c'est une rencontre où on nous présente justement le concept de réaménagement d'un de nos parcs au plateau Mont-Royal et on a vraiment mis plus d'emphase que d'habitude sur ce qui va s'y passer en hiver, sur quels équipements vont pouvoir continuer à être intéressants, quels reliefs pourraient être intéressants aussi en hiver. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, qui est assez nouveau. On avait toujours avant les images de projection de ce qu'un nouvel aménagement allait faire. On nous montrait tout le temps ça en été. Là, maintenant, on dit, OK, on veut voir ça donne quoi l'hiver, ça va donner quoi comme expérience en hiver. Donc, c'est une des choses qui change pour le mieux là, notre regard avec comment on vit notre vie en hiver dehors. Je ne sais pas, comme mot de la fin, vision zéro, là, pour répondre à la question, ce qui limite l'implantation rapide de tout ça, c'est beaucoup beaucoup les budgets. Ça coûte, comme on disait, cher. Pour rendre la rue vraiment sécuritaire, il faut la réaménager. Puis ça implique des travaux de génie civil. Quand on fait ça, ça implique de briser la rue. On est en compétition avec le réseau d'égouts et d'aqueducs qui est en fin de vie un peu partout. Oui, donc, on essaie de réaménager là où quand on a le sous-sol à faire aussi. Là, ce qui va se passer sur la rue des Pins va être un très bon exemple de ça là, dès l'été prochain. Qu'on va profiter pour refaire toute la rue parce qu'il faut complètement changer le sous-sol. Mais sinon, on continue à être super attentifs. On est vraiment, comme je disais, chanceux à Montréal d'avoir autant de gens de qualité qui réfléchissent à l'aménagement de la rue, à comment on vit dans la ville. La question de l'habitation, elle est primordiale. Vous l'avez dit, M. Baudet, toutes ces inéquités sociales-là qui changent le rapport à la ville selon où est-ce qu'on l'habite, dans quel genre de logement on l'habite, et la rue et nos parcs ont l'air de quoi quand on sort de chez nous, quand on peut sortir de chez nous. C'est ça. C'est fondamental dans notre rapport à comment on va aménager la ville. Est-ce que vous, juste pour être, c'est un petit point technique, là, mais mettons que la santé publique émet des directives, des règles, la Ville, est-ce qu'elle a automatiquement l'obligation d'intégrer ça dans sa réglementation ou il y a par rapport au point de vue que Gérard disait, là, mais vous avez une fonction, quelque part, les permis, les trottoirs, c'est vous, là, ça? Donc... Pour la recommandation. Donc, on recommande. Là, en temps de pandémie, les gens nous écoutent d'une manière, là, c'est vraiment le fun, mais il faut aussi faire attention qu'on recommande. Il faut que ce soit applicable, il faut que ce soit cohérent avec la situation. Puis, je reviendrai aussi à l'adaptabilité des milieux. Tout n'est pas possible partout. On essaie dans nos recommandations que ce soit ça. C'est certain que dans le rétablissement, dans la période qui s'en vient, le post-pandémie, qui va être la période de rétablissement qui va s'étirer sur... probablement des dizaines d'années, là, il va falloir réfléchir à ça. Mais non, on a un pouvoir de recommandation. Okay. Et, pour des notions de protection de la santé, là, on a des pouvoirs qui sont plus grands, mais sinon, c'est des pouvoirs de recommandation. OK. Non, mais peut-être qu'il y a un lien à faire parce que je fais lien avec la discussion du 17 juin où on avait notamment échangé sur les environnements proches des écoles. Tantôt, c'est ressorti le thème de l'éducation, là, comment ça va être finalement. On est en train de poser la question de la génération COVID d'une certaine façon. Mais peut-être qu'à travers les exercices de planification, et ça, métropolitain aussi bien que montréalais ou arrondissementaux, la question des abords des écoles ou des abords des lieux publics pourrait être réfléchie d'une manière un petit peu plus à intégrer ces recommandations. Certainement, il y a de l'adaptabilité à faire. Mais
Je voulais vous remercier au nom des participants, Marianne Giguère, Véronique Duclos, Anne Pelletier et Gérard Baudet, pour avoir accepté l'invitation du Musée McCord et d'Héritage Montréal. C'était un retour, une suite à une première discussion le 17 juin. Je ne sais pas si on veut en faire une autre dans 6 mois. Peut-être qu'on ne voudra pas en entendre parler, mais peut-être qu'il y aura des mécanismes autres pour pouvoir faire cet échange. On ose espérer que les exercices entourant le plan d'urbanisme et puis la réflexion, l'agora métropolitaine seront propices à cela. Je ne sais pas si les gens auront l'intérêt même à vouloir discuter de ça. Là, c'est une autre question. Et alors, merci beaucoup. On apprécie également les gens qui nous ont suivis, qui ont soulevé des questions. Certainement qu'il y en aurait eu beaucoup d'autres à poser, mais on va essayer de se contenir là-dessus. Je vous invite pour le prochain échange urbain va porter sur quelque chose d'un petit peu plus, qui est dans la même, d'une certaine façon, il y a une thématique continue. C'est pas concept à ce point-là, là, mais ça pose sur la question de l'intervention sur le bâti existant. Donc, comment est-ce qu'on l'adapte et notamment la question du geste contemporain en architecture. Donc, ça aura lieu très précisément le 24 mars et on espère le faire en présentiel, mais il y a bien parce que l'auditorium, le lieu du McCord est tellement plus sympathique, je dois vous avouer. Après ça, il y a un petit drink. Mais il y a bien des chances que ce soit sur Zoom. Alors, on invite le public à suivre ça, à en parler, à s'inscrire. On a une capacité d'accueil qui est encore plus grande. Et par la suite, au mois de mai, l'échange urbain qu'on souhaiterait vraiment avoir en personne, c'est sur le thème de Montréal autochtone. Et donc, on vous invite à le suivre parce que ce sont des populations, on parlait de quartiers oubliés, mais là, c'est des peuples au complet. Et il y a certainement des grands efforts qui sont faits à Montréal, là, au-delà de changer le drapeau, qui est un geste symbolique extrêmement puissant puis très reconnaissable. Mais alors donc, les échanges urbains se poursuivent et on remercie nos conférenciers, on remercie le McCord et on vous souhaite une bonne journée. Merci et Merci à bientôt. beaucoup. Au revoir. Portez-vous bien. Au revoir.